Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes samedi 27 mai 2023, il est 8 heures et nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 comme à l'accoutumée. Mina Abed est déjà parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour Noël, bonjour à tous. Comment ça va, Mina? Ça va. On a profité hier de la journée ensoleillée? Oui. Oui. Non. Je sais pas, on n'a pas la même notion de profiter de la journée. Non, on a... sortie, pique-nique, balade, marche, footing, vélo. Ah, pas quand tu travailles. Ouais, bon. Ça, c'est les trucs que tu fais le matin. Que tu fais le footing, matin. Le vélo, c'est même la pas matinée, en fin de journée. mieux. Pardon? Même pas en fin de journée? Non. Non, pas en bon, après, c'est des préférences. Hein. Oui, moi, je préfère le matin. La matinée, je préfère. Ça reste des préférences, effectivement. Donc, une bonne sieste? Oui. Oui. Pour un vendredi, oui. C'est vous. On profite quand même. Hein. On profite autrement. Oui, on profite autrement. Effectivement. Alors aujourd'hui, en compagnie de notre ami Ahmed Garriga Hassan, comme à l'accoutumée, comme chaque samedi, nous allons à la découverte d'une autre personnalité qui marque encore une fois la littérature, qui marque encore une fois l'histoire de l'Algérie. Cette fois-ci, c'est un homme de lettres, c'est un historien qui va nous faire découvrir. Il s'agit de Mohamed Ben Mimoun, El-Jazairi. On va revenir aussi sur un très très bel événement que le CRAG a organisé, toujours en compagnie de notre ami Ahmed Garriga Hassan. Tu te rappelles, il nous en avait parlé la semaine dernière, oui. autour de la commémoration d'un événement quand même assez triste, le 20e anniversaire du séisme de Boumerdès. Mais un très bel événement a été organisé pour la sensibilisation, l'information et l'éducation donc par rapport aux catastrophes naturelles. Donc on va revenir sur cet événement toujours en compagnie de notre ami Ahmed Garriga Hassan. Place aux enfants aujourd'hui. Ça te dit? Bien sûr. Réveiller l'enfant qui dort en vous. Oui, je n'ai jamais endormi. Hein. Il n'est jamais endormi, ouais. Pourquoi j'imagine? J'imagine. Il dort jamais. Mais franchement, non, réfléchis un peu. Hein. Il dort jamais, tu l'as marqué. Mais c'est ce qu'il faut. Bien sûr. C'est ce qu'il faut. Il ne dort jamais, il faut toujours l'accompagner, toujours le nourrir. Et si on parle de nourrir l'enfant qui est en nous ou encore prendre en charge nos enfants qui sont encore enfants d'âge et d'esprit, un très très bel événement promet d'être organisé donc le week-end prochain à l'occasion de la journée mondiale des droits de l'enfant, le 1er, le 2, le 3. C'est la première édition donc, du Salon international des loisirs et des jeux. Mais ce qui est intéressant dans ce salon, c'est vrai que quand on parle de salon, on pense avec une exposition, on pense qu'on va acheter plein de trucs, plein de jouets, Mais là, c'est une autre forme de salon finalement. C'est une rencontre. Ce sont des rencontres, un ensemble de rencontres avec les spécialistes autour de l'enfant, de tout ce qui peut toucher l'enfant, histoire de responsabiliser un peu plus la société finalement pour l'accompagnement de l'enfant. Voilà, donc on va en parler ce matin. Plusieurs ateliers, plusieurs conférences seront organisées lors de ce salon, des concours aussi pour les startups, justement pour les startups, donc pourquoi pas mettre la technologie au service de l'éducation des enfants. Franchement, oui. N'est-ce pas? Pourquoi pas? Voilà, effectivement. Et nous allons ouvrir une page d'histoire en votre compagnie ce matin, puisqu'on parle beaucoup, on parle beaucoup des déportés algériens en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai. N'est-ce pas? Tout à fait, oui. Alors, il n'y a pas que la Nouvelle-Calédonie finalement qui a été destination pour... c'est une autre forme de torture, hein, finalement, le déracinement, n'est-ce pas? Le fait de s'éloigner de sa famille, c'est déjà le déchirement, le déracinement. Exactement. Dans des conditions aussi lamentables. C'est une forme de torture. On parle beaucoup effectivement des Algériens donc déportés en Nouvelle-Calédonie. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser finalement toujours donc dans cette page d'histoire aux Algériens aussi déportés dans d'autres endroits aussi éloignés. Donc là où il y a eu encore une fois cette forme de torture, mais cette fois-ci, ça va être du côté de l'île de la Sainte-Marguerite. Un documentaire est en train de se préparer pour justement, encore une fois, informer de ce genre de pratiques inhumaines. Et aussi, nous allons revenir aux activités des scouts musulmans ce matin. Très actifs. Très actifs, les scouts musulmans. La société civile d'une manière générale. Oui, hein, effectivement. Voilà, donc les scouts musulmans seront l'un des représentants des scouts musulmans sera parmi nous ce matin pour revenir un peu donc, sur les activités des scouts. Et nous terminerons l'émission en compagnie de Samira Hadjamar, notre amie. Alors cette fois-ci, elle va nous emmener du côté de l'ouest d'Algérie aussi. Oui, elle va nous emmener du côté de l'ouest à environ à 400 000 ans. À 400 000 ans en arrière. Quand même, elle va nous faire un bon voyage, hein. Voyage assez long dans le temps. Très long. Hein. Assez long dans le temps, pour nous faire découvrir les premiers hommes de Ternif. Donc c'est la région de Mascara, là où a choisi Samira Hadjamar de nous y emmener. Voilà, pour le menu de cette matinée, ça te va? Impeccable. Comme à chaque fois.
Impeccable. Impeccable. Merci beaucoup Amal Almi encore une fois qui nous a concocté ce programme pour cette matinée. Mais avant cela, les nouvelles du ciel. Avec Tu vas plaisir. pleuvoir aujourd'hui. En fin d'après-midi. En fin d'après-midi, un peu Retour plus de des pluies. détails. Oui. Allez, ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, donc retour des pluies ce soir. Oui, à partir de ce soir, ouais. Mais ça s'est ressenti, hein, parce que c'était quand même un temps assez brumeux ce matin. Ce matin, oui. Il a fait frais oui. aussi. Il a fait frais. Un plutôt temps bon, lourd, hein. plutôt bon. Il fait plutôt lourd. Il fait Plutôt lourd, ce matin. voilà. Plutôt lourd. Plutôt lourd. Ouais. Une carte plutôt. On Une va dire. carte plutôt, oui, plutôt variée, on va dire. plutôt variée. Un petit peu de tout. Un petit peu de Un tout. petit peu de voilà. Ça fait rappeler encore une fois le printemps, Exactement. n'est-ce pas? C'est jamais homogène hein, au printemps. C'est assez capricieux, hein. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut d'ailleurs. faire très très attention, Effectivement. effectivement. Un peu plus de Ne détails, pas Mina trop se découvrir parce qu'il y a Surtout. la différence de température. Donc, Voilà. Et Voilà. ne pas trop se couvrir non plus. non. Ouais. Ni trop peu. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention quand même. Voilà. Surtout très tôt le matin pour les personnes qui sortent Exactement. tôt le matin, qui rentrent tard le soir. Oui, Voilà. franchement, oui. Ouais. Un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. Allez, c'est à toi. Merci beaucoup, bonjour, rebonjour à tous et très bon réveil. Eh bien, le ciel restera en un temps plutôt lourd hein, sur l'ensemble des régions nord, notamment vers le centre et l'est du pays, de la brume en cette matinée, notamment vers la partie est, avec quelques passages nuageux, des cumulus qui vont se former cet après-midi vers les régions intérieures avec des pluies à partir de l'après-midi. Des pluies également en fin d'après-midi, notamment vers la partie ouest. Ces pluies vont évoluer progressivement vers la partie centre, sur la partie sud. Un ciel plutôt voilé avec quelques orages sur la Saoura, le Nord Sahara, l'extrême sud, le sud-ouest, le Sahara central avec de fréquents soulements de sable, notamment vers les régions intérieures. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 28 degrés hein, du côté d'Oran, on notera 30 degrés à Tizi Ouzou, 27 degrés à Constantine, 35 à Ghardaïa, on notera 33 degrés à Bachar, à Tindouf, 37 degrés à Adra, 39 à Insalah et enfin 44 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt agitée à l'ouest et au centre. Un peu agitée en revanche vers les côtes est, avec des vents entre 10 et 30 km/h vers la partie ouest, entre 30 et 50 km/h sur le centre et enfin entre 10 et 30 km/h également vers la partie est. On passe tout de suite à l'Europe pour cette journée. Eh bien, on notera un petit peu de tout, hein. Quelques passages nuageux, des pluies également, notamment du côté de Madrid. Et puis, les températures varieront entre 20 et 30 degrés de l'est vers la partie ouest. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, c'était donc les nouvelles du ciel. Oui. Une hausse plutôt sensible de température. Plutôt sensible, oui, pour aujourd'hui, par rapport à la semaine dernière. Oui. Voilà, donc là, il faut vraiment faire attention parce que chaleur, pluie. Chaleur, pluie, oui, bon, les pluies en fin d'après-midi, mais ça risque de baisser. Hein. Faut savoir que ça risque de baisser à partir de demain. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire doublement attention. Exactement. Voilà. Un temps propice à la grippe, au rhume, voilà. Bronchite. Exactement. Ouais. Voilà, donc il faut faire juste attention. Il faut faire C'est très tout. attention. Voilà, de toute façon, c'est le printemps. Et le printemps, c'est Exactement. toujours capricieux, comme tu Voilà. le dis si bien. Très capricieux. Eh bien, merci beaucoup, Merci. Mina. Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi, Avec après celui de plaisir. 19h. Le 4 prochain pour Bonjour d'Algérie. Oui, Non, jeudi. non, jeudi. Jeudi déjà. Jeudi. Voilà. Jeudi, c'est déjà début du week-end. hein. Exactement. Voilà, c'est déjà début. Mais sinon, à 9h30, Avec un plaisir. bon café. Avec un bon café. Bon ouais. café. Très bien. Ben, merci beaucoup, Mina. Merci. Allez, à tout à l'heure. À tout à On l'heure. continue. Pause musicale comme à l'accoutumée. Cette fois-ci, ce sera en compagnie du groupe Tinariwan et on se retrouve juste après.
De retour et cette fois-ci, nous accueillons notre ami Ahmed Gregassen. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaykoum, harkoum barouk. Allah yabarak fik, ça va? Oui, Une oui, semaine ça va, plutôt riche. Oui, un peu fatigué. Oui, un peu fatigué. Mais on va dire la fatigue positive, la bonne fatigue. Exactement, pour la bonne cause, alhamdoulilah. Donc on a un peu stressé au début. Oui. Parce que, comme tu sais, on a organisé la journée porte ouverte. On l'avait annoncé effectivement la semaine dernière. On va en parler d'ailleurs dans un petit moment. Okay. Mais avant cela, tu vas nous faire découvrir une autre personnalité. Cette fois-ci, il s'agit de Mohamed Ben Mimoun Al-Jazairi. Exactement. La semaine dernière, on avait parlé des séismes, oui. donc les séismes historiques en Algérie. On a parlé du fameux séisme d'Oran de 1790, oui. Qui a participé à la libération d'Oran. Mais en fait, c'était la première libération. Et donc, à chaque fois, quand on voit, par exemple, les livres d'histoire écrits par les Occidentaux, donc, par exemple, la défaite de Charles Quint à Alger, c'était la tempête. Oui. La libération d'Oran, c'est le séisme. Toujours, c'est la providence qui aide oui. les Algériens. Mais on va parler aujourd'hui d'une première libération d'Oran, celle de 1708, donc début du 18e. Et il y a eu, parce qu'Oran a été occupé au début du 16e, 1509, 1508, donc au bout de 2 siècles, donc après 2 siècles d'occupation, elle a été libérée une première fois en 1708 par Mohamed Baktash Bacha, qui était le dey d'Alger. Et justement, donc, il y a eu, ça a donné l'occasion à certains auteurs d'écrire et pour marquer le moment et d'enregistrer l'événement et de l'écrire noir sur blanc, donc toutes les étapes de la libération, comment ça s'est fait. Et entre autres écrivains, il y a Mohamed ibn Mimoun al-Jazairi qui a écrit un livre sur l'événement qu'il a nommé Tuhfa al-Mardiya fi Dawla al-Jazairiya wa Akhbar Dawla al-Baktashiya. Nous sommes à quelle période? Nous sommes en 1708, donc au début du 18e, donc c'est juste après la libération, il a écrit son livre. Donc et voilà, c'est un autre auteur qui a une très belle plume, un style digne des derniers d'Ibn Khatib, de l'Andalousie et ça c'est un manuscrit écrit par Al-Jami'i. Et au milieu on voit le nom, donc Abu Abdullah Sidi Mohamed bin Mimoun. وحفيد الشيخ الفقيه الإمام قدوة المتقين الولي العلامة علم الأعلام سيدي أبي العباس أحمد بن عبد الله الجزائري. Donc là, c'est un contemporain qui écrit son nom et il donne même sa filiation, donc Shajarat al-Nasab, et il dit qu'il est descendant de Sidi Ahmed ibn Abdullah al-Jazairi. Donc là, on est devant un dilemme parce qu'on peut tout de suite sauter sur l'occasion et dire que c'est le descendant de Sidi Ahmed ibn Abdullah al-Jazairi. On en a parlé une fois, donc qui a écrit un livre sur l'Aqida, un poème didactique. Mais en général, quand on le trouve, il l'appelle Sidi Ahmed ibn Abdullah Zouawi al-Jazairi. Mais là, il y a une nisba qui manque, il y a Zouawi qui manque. Donc, moi, je préfère rester un peu prudent. Oui. Donc, probablement celui, mais parce que Ahmed ibn Abdullah, c'est un nom quand même qui est courant. Donc, c'est pas quelque chose qui est très difficile. C'est pas comme mon nom, par exemple. Gregassen, on ne peut pas l'inventer. Ça ne vient pas à l'esprit comme ça. Il faut qu'il existe, sinon on ne peut pas le trouver. C'est pas courant. Donc, c'est pas pour me vanter. C'est un nom, tout simplement. Tu nous parleras un jour de la signification, alors. Exactement. Mais là, on est devant Ahmed ibn Abdullah al-Jazairi. Donc, bon, il faut être prudent. Donc, c'est un nombre de lettres. On a parlé de Abdelrazak bin Hamadouche al-Jazairi, le savant curieux, l'astronome. Il a laissé un livre en pharmacologie. Donc, et c'est l'élève de Mohamed ibn Mimoun. Donc, il l'a côtoyé. Il a aussi d'autres élèves, Sidi ibn Ali. Donc, c'est une bonne clique, en fin de compte. C'était une très bonne cuvée qui a vécu à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Donc, qui ont produit, dommage, on n'a pas tout ce qu'ils ont écrit, par exemple Mohamed bin Mimoun. Par chance, l'histoire a conservé ce manuscrit, donc qu'on est en train de voir, c'est la copie de la Bibliothèque nationale d'Alger. On voit comment vraiment ils décoraient le manuscrit, c'est des pièces d'art. Donc, et l'écriture, c'est notre écriture, c'est l'écriture algérienne, c'est la calligraphie algérienne classique. Donc on voit. Il devrait y avoir des significations par rapport à toutes ces décorations. Je ne sais pas. Donc on voit des étoiles, on voit des cercles, donc c'est peut-être juste des
des éléments de décoration. C'est D'accord. Zakhrafa, Tenmir, ils appellent ça. Donc, donc en général, chez nous, la Zakhrafa se fait avec des symboles plutôt qu'on prend de la nature. Donc, c'est des feuilles, c'est des cercles, c'est des floralies. Voilà, exactement, c'est très floral. Donc, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qu'ils font aussi pour les mushaf. Donc, quand ils décorent les copies royales, on appelle ça le Nusakh Sultaniya, c'est toujours comme ça. Et là, c'est la fin. C'est la signature de la fin. Et apparemment, le copiste a écrit ce document, donc cette copie manuscrite. Apparemment, c'était pendant l'auteur était vivant. Parce qu'il le dit, donc, وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْ نَسْخِهِ مِنْ مُسَوَّدَةِ مُؤَلِّفِهِ. Donc, il l'a copié du brouillon. Du brouillon. Donc, exactement. Donc, peut-être c'est sûrement l'un de ses élèves ou l'un de ses proches qui a copié. Donc, et on va rentrer un peu dans le contenu. Donc, c'est un livre donc, sous forme, dans un style très littéraire, dans le style maqamat. On connaît Maqamat al-Hariri, on connaît Maqamat al-Hamadani, c'est les plus connus, mais il a choisi le même. Donc c'est un style assez qui a des règles très difficiles, donc il faut respecter les règles. Il y a saj'a, donc il y a des rimes qui reviennent, et il faut aussi chercher les termes les plus difficiles, les moins usités. Donc c'est un style très particulier et il alterne entre l'écriture en prose et des poèmes qu'il inclut et c'est ce qu'il a fait. Donc c'est après l'introduction, il a mis 16 maqamas. Et 16 maqamas, une partie c'était pour la biographie de Mohamed Paktash Basha, donc qui était le dey d'Alger, donc comment il est venu, que lui a dit son père avant de partir, la rencontre avec le cheikh Paktash, donc il lui a donné le surnom, donc son voyage à Alger, donc ses promotions dans l'armée, puis son exil à Tripoli en Libye, son retour à Alger et comment il est devenu dey d'Alger. Et le jour où il a décidé d'aller libérer Oran avec son beau-fils Ouzen Hassan. Là, donc on voit la couverture telle qu'elle a été. C'est le livre publié pendant les années 70 avec une édition critique de Mohamed ibn Abdelkrim al-Jazairi. On en a parlé un jour, exactement. C'est un historien connu. Donc, et puis il passe à la libération d'Oran, les différentes étapes, comment ils ont libéré Oran. Donc ils ont commencé parce qu'il y a la ville. Et il y a les forts qui étaient autour de la ville pour sa défense. Donc il parle la libération de Borj al-Ayoun, puis Borj Marjajou, Borj Ben Zahwa, Borj al-Marsa, petit à petit. Puis quand il rentre en ville, et il donne les chiffres des blessés, des chouhada musulmans, des Espagnols un véritable travail d'investigation. Exactement. Donc c'est vraiment un travail d'histoire. Tout ça enrobé dans un style très littéraire et très beau. Donc, il cite aussi des poèmes écrits par des poètes qui étaient vivants à l'époque, dont on n'a pratiquement aucune information. Il y a son maître à lui, le maître de Mohamed ibn Thariri al-Jazairi, ou la Thurayri al-Jazairi. Donc, Thurayri, ça veut dire Tagarin. Apparemment, il doit être descendant, il a vécu peut-être dans le quartier des Tagarins, je ne sais pas. Donc, Thurayri. Donc il parle de lui, il cite de lui un poème, mais on n'a pas beaucoup d'informations. On n'a pas aucune information sur Thurayri. Il cite aussi un poème écrit à l'occasion par le mufti de Tlemcen, Al-Hilfawi. Ce même poème a été expliqué par Abdelrahman al-Jami'i dans un autre livre pour la même occasion. Donc il y a des chevauchements entre les 3 ou 4 écrits qui ont été faits sur l'événement et ça nous donne un aperçu sur l'événement et qu'est-ce qui s'est passé. Il y a aussi une description de ce qu'était Oran, de ce qu'ont vécu les musulmans, les Algériens qui étaient autour de la ville parce qu'il y avait des razzias, il y avait des attaques, il y avait au tout début, on se souvient qu'à l'époque de Sidi el-Khadr ben Khalouf, il y avait une razzia qui a été faite sur Mazagran, donc qui a fait que Sidi el-Khadr a écrit son poème Ya Faris مثل ما جيت اليوم غزوة زغران معلومة يا عجلان ريض الملجوم ريت جناب شلوم وشومة. Donc c'est un poème
épique. C'est un poème qui nous rappelle un peu l'Iliade. Il a une puissance parce que il y a une cadence entre les mots. Le rythme des mots est la musique du poème est très militaire. Donc il décrit cette bataille de Mazagran qui est très connue. Et puis il y a eu d'autres écrits qui ont été faits autour de l'occupation d'Oran. Ça, c'est Mohammed bin Mimoun, qu'on ignore. Donc, on trouve des informations sur lui dans la Rihla de Abdelrazak bin Hamajouch. On trouve quelques informations dans le livret de Ibn Ammar. Donc, c'est une collection de poèmes de savants algérois. Donc, il s'est intéressé à la littérature de son époque. On en trouve un ou deux poèmes. Et puis, il a été cité aussi par Ibn Mufti dans ses Taqiyidat. Donc, il y a même Saadullah qui a découvert de lui un poème dans la bibliothèque de l'Amir Abdelkader qui est emprisonné jusqu'à présent par le duc d'Aumale, qu'on nous refuse. Donc, on espère qu'un de ces jours, elle reviendra chez elle. Elle reviendra, on pourra récupérer le patrimoine. Exactement. Donc, tout ça, c'est Mohammed bin Mimoun. Donc, pour vous dire l'importance de ces travaux, et l'ignorance à laquelle on se trouve maintenant vis-à-vis de tout ce qui s'est passé, et aussi pour que les gens ne continuent pas à dire que l'époque ottomane a été stérile, il n'y a pas eu de production, il n'y a pas eu de ceci, il n'y a pas eu d'encouragement. Là, on voit que c'est le contraire. En fait, ça a juste besoin d'un peu plus de promotion, qu'on en parle un peu plus, qu'on fasse sortir finalement tous ces écrivains et à les fulminer encore plus, parce qu'il y a sûrement des trésors cachés quelque part, donc essayer de les retrouver et faciliter la publication et les mettre à la disposition des gens. Voilà. Celui-ci, donc, il a été quand même publié en 72 par Mohammed bin Abdelkrim. Il y a même, on a vu la couverture de sa réédition, donc toute récente. Il y a une réédition qui a été faite. Et maintenant, avec tout ce qui a été édité à la suite, donc on peut aller à la comparaison, à l'analyse, une meilleure. Là, c'est l'édition la plus récente de Tuhfa al-Mardiya. J'ai vu un article qui a été publié sur Tuhfa al-Mardiya. Donc, c'est un article publié et ils ont traduit le titre en anglais. Et apparemment, c'est une traduction qui a été mal faite parce que... Une traduction pâle. Voilà, le Mardiya, ils l'ont traduit le Maradiya. Donc, je me suis retrouvé en lisant en anglais, je trouve pathological. Pathologique, c'est pas normal. Mais c'est en fait, ils ont dû utiliser tout simplement Google pour la traduction, et au lieu de le mardiya, donc l'agréable ou la satisfaisante. Ou peut-être ça manquait aussi de teshkil, comme on dit. Mais Google ne reconnaît pas teshkil, donc il prend tout simplement le mot et il traduit. Donc c'est des traductions automatiques. Donc le mardiya ou le mourdiya. C'est pas le maradiya, donc il suffit de mettre juste le fatha. Le fatha, voilà. Et c'est devenu. Et ça change complètement le sens. Ça change complètement et c'est devenu pathologique. Donc, voilà. Donc finalement, l'intelligence artificielle, même si elle a tendance à vraiment avoir une expansion vertigineuse, reste que l'intelligence humaine, n'est-ce pas? Moi, il y a beaucoup de, en fait. Il y a beaucoup de fumée, donc il y a autour de ça, mais il ne faut pas vraiment il faut pas croire tout ce qu'on nous dit, parce que, en fait, l'intelligence artificielle, elle a besoin plus de nous, donc elle a besoin d'input. Et le plus on y participe, le plus elle se développe. De toute façon, l'intelligence artificielle est créée par l'intelligence humaine. C'est pour ça qu'ils mettent toute cette publicité, parce qu'ils voudraient bien que tout le monde participe, et ça alimente en fait la base de données, et ça améliore le système tel qu'il est fait, et ça améliore, parce que c'est des algorithmes connus. Donc le plus on les utilise, le mieux ils se développent, et ils arrivent à... Enfin, c'est des réseaux de traitement, et donc ils ont besoin d'input, ils ont besoin d'entrée, ils ont besoin d'être alimentés, et on nous fait toute cette publicité pour qu'on participe sans qu'on le sache. Effectivement, sans qu'on le sache, mais ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'on participe aussi, encore une fois, au développement de l'intelligence humaine. Surtout, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs cette semaine au niveau du CRAG, Ahmed. Oui, en fait, très bel événement, des portes ouvertes donc autour des catastrophes naturelles. Exactement. Le dimanche, ça a été une journée spéciale. Je dirais, c'est une journée exceptionnelle déjà pour le CRAG. Voilà, pour le CRAG, et
peut-être même pour l'Algérie, parce que avoir le courage de s'ouvrir, parce que les gens ont l'habitude de faire des portes ouvertes, mais en allant dans des structures qui sont faites pour ça, au Palais de la Culture, à la Bibliothèque nationale. Donc, c'est des structures qui s'apprêtent, qui sont toutes préparées pour ça. Mais s'ouvrir et mettre tout le personnel donc, à la disposition des gens et voir tout ce flux d'enfants qui étaient venus, parce que bon, on nous Sachant que c'est un jour de semaine, c'est le premier jour de la semaine, les enfants ont école, pas mal d'entre eux avaient examen aussi. Donc ils étaient en pleine période d'examen, il y avait des examens blancs pour les élèves qui sont en classe d'examen final, donc BEM ou 6e ou terminale. Donc il y avait tout ça et ça nous a fait un peu hésiter au début. On s'est dit que peut-être que oui, peut-être que non, c'est la période d'examen, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on n'avait pas le choix parce que c'est le 20e mai. Oui. Bon, il fallait quelque part marquer l'événement parce que c'est important Donc on s'est dit, ok, on va essayer, on va voir. Bon, mais il y a eu une réponse terrible. Un feedback très positif. Il y a quelques écoles qui ont envoyé des bus remplis d'élèves qui étaient là. Et surtout, moi, ce qui vraiment me surprend, enfin, je dois arrêter de me surprendre, c'est les mères de famille qui arrivent avec leurs enfants. C'est les mamans qui sont derrière. Vous voyez un homme, donc un père, un papa qui vient avec ses enfants. En face, vous avez neuf mamans qui sont là avec leurs enfants et elles sont là très attentives, elles essaient de regarder, elles demandent à leurs enfants de se concentrer, de voir, de poser des questions. Et on a eu des stands qui ont été occupés pendant on a eu le plaisir d'avoir un planétarium qui nous a été prêté par le CLS de Ouled Faïd, et puis le camion des pompiers pour la simulation des séismes, et bien à un certain moment ça a chauffé, il fallait les arrêter parce que les enfants étaient là, finalement. Les pompiers ils rigolaient parce qu'à un certain moment quand ils ont arrêté le camion, donc les enfants sont montés et ils étaient là, ils demandaient. Eh ben, j'espère qu'on a été à la hauteur de leur espérance parce qu'on a essayé on leur a montré la carte du ciel, le cadran solaire, ils ont vu les taches solaires, ils ont vu le planétarium. Ça, c'est juste comme activité chez nous. Il y avait une très belle activité de géologie, donc il y avait un collègue qui était là pendant, je suis dit, le bonhomme Laiberg, donc il était tout le temps avec les enfants pendant 3 ou 4 heures, donc en train de leur montrer les pierres, les fossiles, leur expliquer. Et ils ont découvert. Ce qui était aussi très marquant, très intéressant, c'est de voir tous ces enfants. Ils ont abandonné et leur téléphone et leur tablette, ils n'avaient rien sur eux. Ils étaient là avec les ateliers, les coloriages, ils posaient des questions. Et quand ils prenaient le téléphone, c'était juste pour prendre des photos. Oui. Donc, ça veut dire que... il fallait juste leur donner finalement une alternative à tous ces supports, On a eu même des élèves de terminale qui ont sacrifié une demi-journée de révision pour venir assister. Ils étaient très intéressés. De toute façon, ça va de soi, hein, ça fait partie de leur culture générale, un petit peu de leur programme aussi. Il y avait même des exercices de secourisme, donc initiation donnée par les pompiers. Oui. Et donc même nous, on a appris avec ces enfants, avec leurs questions. Et il faut dire aussi, on rend aussi hommage à notre service de sécurité, on a eu 0 incident. Oui. Aucun. Et le CRAC, c'est un parc, donc on a des arbres, c'est un grand jardin, c'est un parc. 0 incident, il n'y a eu aucun élève blessé, aucun enfant, et tout le monde est parti heureux, Inch'Allah. Et nous-mêmes, on va dire à toute l'équipe du CRAG, félicitations pour cette journée. Exactement. Ceux qui ont travaillé, bien sûr, ceux qui n'ont pas travaillé, la prochaine fois, ils auront l'occasion de travailler. Parce que maintenant, c'est parti pour durer. Normalement. N'est-ce pas? Lorsqu'on fait la première action, on a très vite envie. Exactement. C'est ce qu'a dit. Vient en mangeant. Voilà. Le jour même, notre directeur, donc le nouveau a été installé.
Je m'excuse, j'ai pris beaucoup de temps. Donc, Vas-y, il n'y a pas de problème. donc il a On été clôture installé sur ça. lui-même, donc il a été très satisfait par l'événement et c'est ce qu'il a promis aux enfants aussi de relancer ça. Et aux adultes aussi, hein, j'imagine qu'ils se sont beaucoup amusés, beaucoup appris aussi. J'espère, Voilà. j'espère. Et justement, notre amie Samia Bouharour, elle était parmi vous Oui, elle est ce venue, c'est jour-là. vrai. Donc, elle est revenue avec ces images. Ahmed, merci beaucoup. On se retrouve Merci à samedi vous. prochain, Inch'Allah, pour une Inch'Allah, autre ya rencontre. Rabbi. Inch'Allah, ya Voilà. Rabbi. Mais sinon, on va voir l'événement donc des portes ouvertes autour des catastrophes naturelles organisées dimanche dernier au niveau du CRAG. On se retrouve juste après. Vulgariser les sciences auprès du grand public, notamment les élèves et les étudiants, est l'objectif de ces portes ouvertes organisées par le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. Et c'était vraiment destiné pour les enfants, pour les sensibiliser, pour la divulgation de la science, pour la culture scientifique. Donc c'était ça le but. Parce que commémorer un fait aussi important qu'un séisme, donc il faut plutôt penser à la sensibilisation des jeunes et dire qu'on doit vivre, on doit apprendre à vivre avec les séismes. Ces journées ont été dédiées à la mémoire des victimes du séisme du 21 mai 2003 à Boumerdès, un tournant décisif dans l'histoire de notre pays qui a permis de revoir le système national des risques majeurs et de réfléchir aux moyens de faire face efficacement aux risques sismiques. Donc, je trouve que c'est une très bonne initiative déjà pour sensibiliser les gens. Ici au CRAG, on travaille beaucoup sur tout ce qui est astrophysique, astronomie, géophysique. Donc c'est des domaines qui ne sont pas très connus ici. Donc ce serait bien de sensibiliser les gens à venir travailler, à découvrir ces choses-là. Aujourd'hui, on a vu le planétarium et on a appris comment les télescopes marchent. On a appris les types de télescopes. Ensuite, on a vu la géologie. On a appris comment ça marche les volcans, les séismes et tout ça. On a appris comment on se cache sous la table. Cette initiative du CRAG a attiré un grand nombre d'universitaires, d'écoliers, de chercheurs et de curieux en quête de découvrir les secrets de cet univers. C'était donc les journées portes ouvertes au niveau du CRAG autour donc, de l'information, de la sensibilisation, de l'éducation aux catastrophes naturelles. C'est notre amie Samia Bouharour qui s'y était intéressée. On va ouvrir une page d'histoire en votre compagnie ce matin, je vous le disais. Nous allons nous intéresser à une autre catégorie, à un autre type de torture aussi, puisqu'il s'agit des déportés, des Algériens, cette fois-ci pas en Nouvelle-Calédonie, mais à la Sainte-Marguerite. Un documentaire se prépare, le réalisateur est parmi nous ce matin. Il s'agit de M. Fatah Hayadi. Bonjour. Bonjour Nour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, c'est un plaisir de revenir dans ma télé à moi. Je devrais dire bienvenue à moi chez vous. Non. Parce que vous êtes un enfant de la télé, tout à finalement, fait, oui, n'est-ce pas? Oui. Voilà, alors, M. Hayadi, cette fois-ci, vous vous intéressez, encore une fois, vous vous intéressez beaucoup à l'histoire. Donc, cette fois-ci, une autre facette, j'ai envie de dire, ce sont les prisonniers de l'île Marguerite. On n'en parle pas beaucoup, à la limite, on n'en a jamais entendu parler, pour beaucoup. En fait, moi qui pensais tourner la page de l'écriture cinématographique pour aller vers l'écriture du livre, et oui. Je l'ai fait, je reviens encore une fois vers l'écriture cinématographique, et cette fois-ci avec un sujet qui est, vous avez raison, très mal connu. En 1841, le maréchal Soult a sorti un décret où il dit que tous ceux qui touchent à la grandeur de la France et tout, on ne doit pas les laisser en Algérie. C'est-à-dire à partir de 1830. Et Bugeaud l'a fait avant lui. Bugeaud a commencé à le faire en 1836, les déportés. Il est vrai qu'on parle beaucoup de la Nouvelle-Calédonie, oui. Mais il se trouve qu'il y avait aussi des endroits en France et en Corse où l'on a déporté des Algériens. Sur l'île Sainte-Marguerite, en face de Cannes, une ville prestigieuse, avec son festival de cinéma, oui. Qui se passe d'ailleurs jusqu'à maintenant, il y a eu sur les îles de l'Airain et principalement dans l'île de Sainte-Marguerite où il y avait un fort prison.
Ce fort-prison, construit par Vauban, l'architecte du roi, était beaucoup plus connu parce qu'on a emprisonné le masque de fer. Le masque de fer, c'était à cet endroit. Mais on a toujours oublié de dire qu'il y avait, à partir de 1843, les premiers prisonniers déportés là-bas sont la Smala de l'émir Abdelkader, une grosse partie. Oui. Et contrairement à ce qui s'est fait plus tard, en 1871 pour la Nouvelle-Calédonie, à partir de 1843, il y avait des hommes, des vieillards, des femmes et des enfants. Et des enfants, effectivement. Et ça n'était pas coutume. Donc à partir de là. Et beaucoup se trompent pour dire que, parce que Bugeaud disait que si ces gens-là, on les déportait pas, on va les relâcher, ils vont encore se révolter. Effectivement. Donc c'est cette lutte qui en fait ne s'est pas arrêtée, même si elle s'est calmée quelque temps, jusqu'en 62. Voilà un petit peu cette histoire. Et il reste encore, il y a un cimetière au niveau de l'île qu'on appelle le cimetière musulman. Mais il se trouve qu'il y a une stèle dans ce cimetière qui dit à nos frères musulmans morts pour la France, ce qui est complètement faux. Et la ville il faut le dire, la ville de Cannes, des associations, je ne les citerai pas toutes, je ne les citerai même pas, viennent chaque fois déposer des gerbes de fleurs, pensant que c'est des musulmans, mais qui sont morts pour la France, alors qu'ils sont morts par la France. Oui. Voilà un petit peu cette histoire-là qui est en effet mal connue. Alors justement, M. Riadi, c'est une histoire qui est mal connue, c'est une histoire aussi, j'ai envie de dire, plus dangereuse pour l'écriture de l'histoire, c'est une histoire qui est falsifiée. Parce que là, ce sont des Algériens qui ne sont pas morts pour la France, mais on va les faire connaître comme si ils sont morts pour la France. Alors justement, sur le plan de la disponibilité de l'information par rapport aux archives, qu'en est-il? Alors, ce sujet-là a été traité par, comme tu le disais, Nord, n'était pas connu, il n'est pas encore connu. Il a été traité par un historien qui est mort, qui est décédé, qui s'appelle Xavier Yokono. Il en a fait un livre. Et il s'est basé sur les archives. Sont encore, on les trouve par exemple dans la mairie. Dans les archives de la mairie de Cannes, existe toujours. Et il y a ça, et puis ça a été repris. Le deuxième qui s'est penché sur ce sujet, c'est un historien qui s'appelle Michel Renard. Et quand on trouve, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai que, donc, il y a des archives, mais qui va les chercher? Est-ce qu'on les ouvre? Est-ce qu'on les ouvre pas? C'est le problème qui se pose. Qui s'est posé, qui se pose et qui se posera ensemble. On va vous faire sortir des histoires 50 ans, 100 ans. Il y a des archives auxquelles on n'a pas droit, jusqu'à 150, 100, même peut-être jamais. C'est à cela qu'appellent les historiens des deux côtés de la Méditerranée, il faut le dire, à l'ouverture des archives. Quand on nous donne, ou quand on ouvre, c'est des bribes d'archives. Oui. Mais il existe, je vais vous citer juste un cas. Savez-vous qu'à Nantes, il y a plus de 200 cartons qui sont fermés, qui parlent de l'émir Abdelkader. Tout son passage au niveau de Damas. Et j'en passe. Il y a des gens, on n'a pas tous accès aux archives. Il y a certains des historiens qui, en principe, mais ils n'ont pas accès à toutes les archives. Parce que l'omerta fait que on a peur.
On a peur de divulguer. Canal Algérie a diffusé dernièrement le camp sur l'histoire des tirailleurs. Je disais à Amir Nebesh hier qu'en même temps, comme par hasard, et c'est le propre du colonialisme, en même temps des tirailleurs algériens ont été réprimés dans la ville de Sétif. Et les deux cas, alors qu'ils avaient versé leur sang pour que la France se libère, ils ont versé leur sang dans la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale. Et malgré cela, en rentrant, pour que l'armée soit blanchie ou acquiert une nouvelle virginité, on a séparé l'armée blanche de tout ce qui est nord-africain et tout ce qui est noir. Et pourtant, ils étaient à l'avant-garde, c'est-à-dire c'était de la chair à canon. Je ne peux que vous citer, par exemple, que Monte Cassino, où les Algériens et les tirailleurs sénégalais ont fait des merveilles contre le nazisme. Et donc, ce point-là reste un point noir du colonialisme, du colonialisme français contre les Africains, contre les Nord-Africains. Et les Algériens en particulier. Alors, M. Ayadi, je reviendrai sur votre documentaire. Alors, pour parler un petit peu des déportés algériens en Nouvelle-Calédonie, par exemple, on sait qu'ils ont été déportés dans des conditions complètement inhumaines. Donc, les maladies, les bactéries, la faim, la famine, vraiment des conditions carrément macabres, carrément inhumaines. Qu'en est-il de ces prisonniers donc, de l'île Marguerite? Alors, là aussi, vous avez parfaitement raison. Et je me suis penché sur les mémoires de deux médecins, le docteur Varnier et le docteur Bujomski. Excusez-moi la malprononciation. Le docteur Varnier était consul chez l'émir Abdelkader. Et Bugeaud l'a envoyé, il lui a dit, toi qui as connu les Arabes, comme il disait, tu vas aller à l'île Sainte-Marguerite. Et lui, il raconte toutes les maladies. Ils buvaient de l'eau de pluie. Ils étaient dans des cellules. Regardez, il y a une image de ce fort prison qui a été construit par Vauban et qui est aujourd'hui devenu un musée. Dans ces cellules, femmes et enfants étaient entassés. Ils les ont séparés, bien sûr. Mais c'était tous des gens, ils les ont choisis. Ils les ont classés par catégorie. C'est-à-dire, c'était un moyen de faire pression sur l'émir Abdelkader, parce qu'il y avait parmi ces prisonniers des notables algériens, etc., avec leurs femmes et enfants. Et leurs serviteurs, même leurs serviteurs. Ce qu'il y a, ils les ont séparés une fois en prison. Et il faut dire aussi qu'à un certain moment, ils commençaient à sortir sur l'île, enfin dans le grand truc du fort, et puis un petit peu sur l'île, etc. Mais un peu plus tard. Mais il y a eu des maladies des enfants qui sont... C'est pour cela que maintenant, ce qu'on appelle le cimetière musulman, où à un certain moment la broussaille et tout, et les eaux et forêts ont demandé à déblayer un petit peu. Mais en déblayant, ils ont encore enseveli l'île. Et il y a, d'après les statistiques, il y a à peu près 600 corps qui sont encore là-bas, enterrés. Et qu'est-ce qu'il y a sur le cimetière? Il y a, quand c'est un enfant, des petits talus comme ça de terre entourés de petites pierres. Si c'est un adulte, c'est... Et donc, beaucoup sont morts là. Et il n'y a pas eu que les déportés de la Smala de l'émir Abdelkader. En 1871, sur les 1200 déportés, donc de la révolte de Mokrani et de Cheikh el-Haddad, il y a eu 241 qui ont été déportés à l'île Sainte-Marguerite. Et nous avons aussi un excellent ouvrage d'une historienne qui s'est beaucoup intéressée à l'Algérie et qui s'appelle Sylvie Thénault. Et elle a fait une recherche extraordinaire. Sylvie Thénault, si vous vous souvenez, je l'avais interviewée parce qu'elle s'est intéressée aussi à
à la justice coloniale. Et moi, j'avais fait à l'époque les avocats du FLN et la justice coloniale. Et donc, Sylvie Thienaud a fait un excellent travail de recherche où elle nous dit exactement où étaient tous les lieux de détention à partir de 1836 en France et en Corse. Et je vous rappelle que Mohamed Belkheir, qui était donc de la famille de Bournama, un révolté de 1880, il a été déporté, mais déporté où? À Calvi, à Calvi en Corse. Et il nous a laissé le fameux poème Sha'ar al-Melhoun avec Boudina, qui était avec lui, où il raconte qu'il s'adresse au Dieu pour lui demander de le libérer de ses roumis, etc., et de rentrer en terre musulmane chez lui, etc. Voilà. Donc, mais sinon, M. Ayadi, dans votre documentaire, vous avez rencontré les descendants de ces familles. Alors, vous avez pu les avoir, vous avez pu les toucher. Oui. Alors, vous avez, parce que c'est plusieurs, c'est-à-dire la majorité sont au départ, à partir de 1843, donc je vous disais que après que le duc de Mal, le quatrième fils du roi, quand ils ont la Smala, ils ont pratiquement ils l'ont détruite, et tous ces prisonniers-là, c'est les premiers en grand nombre. Parce que le fort, qui ne pouvait pas contenir autant, c'est-à-dire il arrivait à avoir plus de 800 prisonniers. C'est immense. Et donc, il y a eu d'autres déportés après. Quels sont ces déportés? Donc, je vous disais qu'en 1871, sur les 1200 qu'on a emmenés, il y a eu le 241. Il y a eu, après, les différentes révoltes, on emmenait. Et ce qui fait qu'on retrouve aussi les déportés qui ont combattu auprès du Bey Ahmed. Et ce n'est pas des moindres, hein, c'est des personnalités. C'est des personnalités emmenées avec leur famille. Oui. Et de ce fort-là, donc, et de cette île, il y a eu, je crois, deux Algériens, et un général, le général Bazaïn, et deux Algériens qui ont pu s'enfuir de ce fort-là à l'époque. Mais les conditions étaient aussi mauvaises que dans le... Bon, ils n'étaient pas habitués à la même nourriture. On leur donnait du riz, alors qu'on a du riz à l'époque, on ne le connaissait peut-être même pas. Donc ils voulaient du couscous. Mais petit à petit, ils leur ont laissé ils ont ouvert une petite mosquée, ils ont enseigné mais petit à petit. Mais jusqu'en 1880, il y avait encore des prisonniers algériens dans ce fort, et donc à l'île Sainte-Marguerite. Et c'est à partir de 1900 que ce fort est devenu c'est-à-dire, il y a eu, c'était plus une prison, les militaires l'ont quitté, etc. Et c'est devenu actuellement le musée de la mer et le musée donc du masque de fer. Voilà, et donc nous allons voir bientôt tout ça en images. Monsieur Ayadi, je le termine. Là, vraiment, vous nous laissez sur notre faim. Hein. Écoutez, j'en ai trop dit, hein, en principe. Oui, mais quand il y a les images, c'est vrai que l'impact est beaucoup plus important. Oui, c'est tout à fait. Et puis nous avons trouvé des images de ces Algériens photographiés à l'époque dans le fort. Voilà un petit peu l'histoire de ces... Et donc, moi, ce qui m'intéresse, comme d'habitude, c'est de montrer le passé pour que l'on comprenne le présent et pour aller vers l'avenir d'une façon sereine et apaisée de part et d'autre de la Méditerranée, bien sûr. On vous recevra bientôt pour découvrir ensemble le documentaire. Je l'espère. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, M. Ayadi, d'avoir été parmi nous ce matin, d'avoir encore une fois partagé votre passion pour l'histoire, pour l'écriture, pour les documentaires aussi.
Merci beaucoup, on se dit à très bientôt. Très bientôt, merci Inch'Allah. beaucoup. Merci beaucoup à vous, M. Ayadi. On continue cette fois-ci, nous allons aller du côté de Blida en compagnie de Fria El Hamdi, elle qui va nous faire découvrir les douirettes de Blida qui tentent justement à être classées patrimoine national et on se retrouve juste après. 5 siècles d'existence. Le vieux quartier des Douirettes, un des premiers ensembles urbains de la ville des Roses, continue à subjuguer les visiteurs par des caractéristiques architecturales semblables à celles de la Casbah d'Alger, s'en démarque par ses toitures de tuiles et ses portes étroites, ses patios, ainsi que ses jardins intérieurs qui évoquent la lointaine Andalousie. Le Douirettes de Blida, c'est une construction entièrement en pisé. Alors qu'au niveau de la Casbah, c'était beaucoup plus d'une construction en briques rouges. Et donc le cachet diffère à ce niveau-là, mais il est au même titre que la Casbah, que toutes les Casbahs et que toutes les médinas du Maghreb, de toutes les manières. Donc il se fait former de kouas d'arcades et de oustadar. Selon de nombreux témoignages d'anciens habitants, le quartier de Douirettes avait abrité de nombreuses réunions de militants durant la guerre de libération, et également célèbre pour avoir vu naître de grands artistes. C'est un quartier historique et qui a fourni plusieurs artistes du chant ou bien du théâtre, du cinéma et du ulama. Et à l'occasion de la célébration du mois du patrimoine, l'association Mosaïque de Blida et des arts plastiques a organisé une exposition en hommage à ce quartier mythique. Bel espace comme vous voyez, le patio qui est si joli, là où nous exposons nos œuvres sur le patrimoine de notre association avec la participation de nos artistes et les nouveaux talents qu'on a invités pour la première fois avec nous. Et donc, comme vous voyez sur les œuvres, il y a une variété de thèmes. صغبرينا حبيت ندير غير حاجه تقليديه تاع زمان تاع البليده تاع درت الحمامه درت بقرو بن الترك درت نقولوا في المثل تبيخه تاع الربيع. C'est la convivialité, le partage et l'entraide. Ils ont tout gardé, les traditions, pour ce qui est de la broderie, des coutumes, tout. Toutes les anciennes familles de Blida ont habité Douirettes. Et donc, ça a constitué une grande famille. Voilà. Et justement, ce dont a parlé tout à l'heure ma soeur, c'est le partage. Et la convivialité aussi. Et donc, voilà. Si on a besoin de quelque chose, eh ben, on n'éprouve même pas le besoin d'avoir besoin. Il suffit juste de taper chez quelqu'un et vous avez ce que vous voulez. Vous savez, les mariages autrefois, les gens n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, eh ben, s'il y avait une fête à faire, ben, c'est tout le quartier qui participe. كي تقولي دويرات تقولي مدرسة فن وثقافة وعلم وربي يخليهم أنهم داروا لنا هذا اليوم الخاص بالدويرات إن شاء الله هذه العادة الحميدة نشوفوها في كل أحياء العاصمة. Douirettes ou encore Hayouled Sultan, considéré comme l'un des plus vieux quartiers populaires de Blida, est en attente d'un classement au patrimoine matériel de la wilaya de Blida, en vue de le préserver du danger de la déperdition qui le guette. Et c'était donc une virée aux douirettes de la ville de Blida en compagnie de Fria El Hamdi. Cette fois-ci, place aux enfants, puisque le week-end prochain, à l'occasion de la journée mondiale des droits des enfants, un très beau salon sera organisé. L'organisatrice est parmi nous ce matin. Il s'agit de Chanez Belamri. Chanez, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Merci pour l'accueil. Très très bien. Ça se passe bien d'être là. La dernière ligne droite? Absolument. Le stress commence à monter. On a hâte d'y être aussi, nous. Surtout.
Surtout, voilà, d'autant plus que c'est un salon qui se démarque quand même par un réel souci de responsabilité publique finalement et sociétale. Tout à fait, voilà. On l'a voulu sociétal. Voilà, effectivement, sociétal. Vous n'êtes pas seule aujourd'hui puisque l'une des participantes, on va dire, à ce salon est parmi nous ce matin. Il s'agit de Madame Sabra Annani. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors vous êtes vraiment en contact direct avec les enfants puisque vous êtes formatrice en lecture rapide. On en a tous besoin finalement pour nos enfants. Oui. Et ce qui est le plus intéressant, une nouvelle méthode, j'ai envie de dire, d'apprentissage, de mind mapping. Exactement. Effectivement, et donc c'est ce qu'on va voir durant le salon. Exactement, donc voilà. On va organiser un atelier en lecture rapide pendant ce salon-là. Très bien, alors on va revenir à l'atelier, mais avant cela, le salon, c'est la première édition. Alors, quels sont les motifs qui ont fait que ce salon doit être organisé? C'est un constat, déjà de maman, de citoyenne. Oui. Et puis aussi, aujourd'hui, beaucoup d'enfants autour de nous sont en difficulté. Ils se plaignent de ne pas avoir où aller, les parents aussi, pas de loisirs. À l'école, on travaille, mais on ne sait pas comment on est en train de travailler. Les enseignants aussi se retrouvent face à des enfants qu'ils ne comprennent pas. Donc, c'est tous ces échanges qu'on a eus qui nous ont motivés à le faire. On faisait des salons avant en tant que standiste, mais à un moment, on s'est dit, tiens, je pense qu'il est temps de faire des choses qui vont intéresser, qui vont parler aux gens. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve à quelques jours de la concrétisation de tout ça. Effectivement. Alors, lorsqu'on parle de salon, on a plutôt tendance à parler d'exposition, on a tendance à parler, on va trouver un petit peu notre bonheur, le bonheur des enfants, on va acheter plein de trucs, on va revenir les sacs pleins. Il y a un peu de ça, mais il y a un côté qui est le plus important, on va dire, du salon, c'est vraiment des conférences, des rencontres, des panels autour de des différentes questions, j'ai envie de dire, qui tournent autour et qui touchent directement l'enfant et les parents aussi. Tout à fait. On a voulu ce salon, un salon immersif. Donc les enfants vont pouvoir faire plusieurs ateliers au gré de leurs envies. Ils vont parcourir le salon et s'ils veulent faire de la robotique, ils vont s'asseoir avec le groupe qui travaille. S'ils ont envie de faire du dessin, ils le feront. Si des garçons ont envie de s'essayer à de la couture ou des choses comme ça, parce qu'il y aura un atelier de couture et de patchwork, et ben, ils s'assiront, ils le feront. Effectivement, pour revenir à l'exposition et la vente, on n'a pas voulu mettre l'accent sur cette activité-là. On a préféré mettre la lumière sur les ateliers, sur la découverte. On a installé 2 salles de conférence, une pour les enfants et une pour les adultes. Donc celle pour les enfants, on l'a appelée notre Motivation Room, parce et c'est par cette salle-là que l'enfant va commencer. Il y aura des petits films et tout, et on a envie qu'il en sorte avec des yeux, avec plein de lumière dans les yeux, plein d'étoiles, et qu'il se dise c'était bien. Et puis après, finalement, j'ai envie de dire, c'est un peu une façon de les faire sortir un petit peu de ce monde virtuel, parce qu'il faut dire, ils sont complètement en immersion dans le monde virtuel. Je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop vraiment là, mais vraiment les faire sortir un petit peu et leur dire qu'il y a quelque chose de réel, de palpable qui existe finalement. Absolument. D'ailleurs, l'une des thématiques des conférences, ça sera les nouvelles technologies versus l'éducation aujourd'hui des enfants. Et effectivement, les enfants sont plongés dans ce monde, mais d'une mauvaise manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle. Le nombre d'heures est trop important, alors qu'aujourd'hui, si on utilisait ces écrans-là sur un travail plutôt pédagogique, on aurait de meilleurs résultats. Voilà, donc ce qui est intéressant, l'idée finalement, c'est de ne pas carrément les faire sortir du monde parce qu'il est là, il s'impose, mais vraiment mettre le monde virtuel au service de la technologie. Alors Sabra, je reviens à vous. Un atelier autour de la lecture rapide, autour du mind mapping sera organisé lors du salon. Alors ce sont de nouvelles méthodes finalement qui sont instaurées ces derniers temps. On en parle beaucoup d'ailleurs. Alors quel est, on va dire, l'impact du mind mapping sur les enfants ? Alors si on parle du mind mapping, c'est une méthode d'apprentissage qui va faciliter énormément l'apprentissage. Pourquoi ? Parce que de 1, l'enfant va s'amuser quand il va utiliser sa carte mentale. Donc il a son cours, il va essayer de faire un petit résumé de son cours sous forme de dessin, de pictogramme, il va utiliser des couleurs. Après, ça va être vraiment agréable quand on revoit cette carte mentale pour mémoriser nos cours. Aussi, on peut l'utiliser, pas
pas seulement pour les résumés, pour la prise de notes, elle est vraiment efficace. Par exemple, en Finlande, ils utilisent ça au primaire. Donc, ils leur apprennent à faire des prises de notes avec une carte mentale. Donc, finalement, c'est une méthodologie qui est carrément ancrée dans certains pays, dans la pédagogie, carrément, dans le cursus scolaire. Exactement, oui. Donc, ça fait partie des matières enseignées au niveau de l'école primaire. Et donc là, ça va être un atelier que vous allez proposer lors du salon. Ça va se passer comment ? Alors, donc ça va être, on va leur donner un avant-goût de ces deux méthodes. C'est surtout, on est axé surtout sur la lecture rapide afin d'inciter. Qu'est-ce que vous appelez la lecture rapide ? Alors, quand on parle de lecture rapide, c'est le fait d'installer une sorte de boîte à outils pour pouvoir réguler sa vitesse de lecture. Alors là, par exemple, je vous pose une question. Quand vous lisez un livre, est-ce que ça vous arrive de penser à autre chose ? Oui. Est-ce que vous avez pensé à autre chose et de passer 2-3 pages, je me dis oui, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? Et je me retrouve à revenir. Oui. Exactement. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, notre cerveau fonctionne avec des fréquences très rapides. Et donc, quand moi je lis avec une vitesse plus lente, donc du coup, on ne va pas suivre la même cadence et donc le cerveau s'ennuie, il pense à autre chose. Avec cette méthode, on va rester focus. Et on parle d'intelligence artificielle, n'est-ce pas ? La base de l'intelligence artificielle, c'est le cerveau. Finalement. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce protocole, on utilise une application. Donc pour garder quand même les enfants, donc on utilise le smartphone justement pour parler et pour enseigner cette méthode, qui est révolutionnaire. Et après, avec la lecture rapide... Qui est révolutionnaire dans les deux sens. Vraiment révolutionnaire sur le plan apprentissage, mais révolutionnaire par rapport aux enfants qui ne veulent pas quitter leur support technologique, finalement. Et puis, avec ce protocole qui a été prouvé par des neuroscientifiques, donc on va travailler la concentration, on va travailler l'attention. Là, par mon métier d'enseignante, on a du mal à garder les étudiants attentifs et concentrés du début jusqu'à la fin. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que là, avec les réseaux sociaux, avec ce qui se passe, avec l'obésité informationnelle, on n'arrive pas à rester vraiment concentré du début jusqu'à la fin. Avec ce protocole, justement, on va travailler l'attention, on va travailler la concentration. Et on a eu des résultats ? Oui, des résultats. À travers un concours, d'ailleurs, que vous avez organisé. Exactement, oui. Donc, l'Algérie a participé au championnat du monde de lecture rapide et de mind mapping. Et on a eu quand même des places sur le podium. Donc, on a le champion du monde de catégorie junior qui est algérien. Et on a les 2 vice-champions du monde de catégorie junior toujours en mind mapping. Et l'équipe algérienne d'adolescents, donc elle a été classée 3e au monde. Et l'équipe d'adultes classée 4e au monde en lecture rapide. C'est une belle récompense pour vous, ça. Exactement. Oui. Et donc, ce sont des compétences que vous allez partager lors de ce salon, Inch'Allah. Exactement, Inch'Allah, oui. Donc, très bien. J'invite toute personne qui aimerait améliorer ses compétences cognitives et de travailler sur l'agilité mentale à nous rejoindre et à découvrir ces 2 méthodes révolutionnaires. Alors justement, Chanez, là, ce sont des méthodes quand même, ça donne vraiment envie d'aller. On est très curieux donc, de savoir comment les choses se passent. J'imagine que les téléspectateurs qui nous regardent voudraient tous essayer parce que nous vivons tous la même problématique finalement. Comment garder son enfant concentré. Alors les modalités d'inscription, probablement c'est ouvert à tous. Donc ça se passe comment ? C'est gratuit. Et puis si vous voulez assister par contre aux conférences, il serait préférable de s'inscrire sur le site sijela.com. Et puis, on choisit la conférence à laquelle on a envie d'assister. On met juste son nom et puis à l'arrivée, on dit voilà, je me suis inscrit et vous assisterez aux conférences que vous avez Voilà, donc choisies. les ateliers, c'est plutôt ouvert à tous. Oui, les ateliers sont ouverts à tous, absolument. Très bien. Alors, parlons un petit peu des conférences. Donc, on a compris qu'il y a un volet technologie donc, qui sera réservé donc, durant les conférences. D'autres thématiques ? Oui. On aura 2 autres journées qui seront consacrées à l'apprentissage de l'enfant, à son identité à travers son patrimoine, et puis une après-midi dédiée à la santé mentale et physique de l'enfant. Oui. Et ça, on a tenu à avoir des conférenciers qui travaillent avec les enfants, qui sont des professeurs des différents hôpitaux aujourd'hui en Algérie, et qui tirent la sonnette d'alarme sur certains chiffres. Aujourd'hui, en discutant avec le professeur Boufoua de l'hôpital de Bnimsous, elle nous disait aujourd'hui 25% des enfants scolarisés sont atteints d'obésité.
Oui. Chiffre alarmant. Chiffre alarmant, effectivement. On en parle souvent, d'ailleurs, au niveau de l'émission. On parle beaucoup d'obésité, on parle de diabète, malheureusement, pour des enfants. Alors que, je ne sais pas si on fait partie de la même génération, n'est-ce pas? Exactement. Quelques années en arrière, le diabète, c'était plus une maladie des vieux. Oui. Aujourd'hui, elle se rajeunit, malheureusement. Oui. Elle se rajeunit énormément. Et elle est liée aussi aux aliments qu'on donne à nos enfants. On ne fait pas assez attention en pensant bien faire vite. Oui. Une barre de chocolat Une par-ci. barre de chocolat, un bonbon par là, des biscuits qui sont très gras, très sucrés. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, les enseignantes, justement, tirent aussi la sonnette d'alarme et ils essaient de sensibiliser les parents par rapport au goûter. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, vous allez discuter avec des directeurs, des directrices d'école qui vous diront on essaye d'imposer un goûter équilibré, ne serait-ce qu'un bout de galette avec un peu de fromage, est préférable de manger ça que de ramener des chocolats ou même des viennoiseries. Les viennoiseries sont très sucrées, très grasses. Et donc, on a l'intention et la volonté de sensibiliser les parents à tout cela. D'où ces conférences et on invite aussi le corps enseignant à venir participer. Oui. Voilà, surtout. C'est vrai que le corps enseignant fait partie de la chaîne de l'éducation, mine de rien. Vos attentes de ce salon? Écoutez, j'espère qu'on aura des enfants qui sortiront avec des ambitions, avec la volonté de réussir et des enfants qui se diront qu'on a la possibilité de le faire surtout. Parce qu'on entend souvent des enfants dire « oui, mais moi je suis en Algérie, je ne vais pas pouvoir faire ça ». Et pourtant. Et pourtant, on a rencontré des personnes merveilleuses qui travaillent auprès des concours enfants. par exemple. Exactement, des personnes qui sont venues avec beaucoup de volonté et qui ont envie justement de transmettre leur savoir aux enfants. Pour les parents et les enseignants, j'espère qu'ils prendront goût à ça et qu'ils se diront il y a des moyens, on a envie de les mettre en contact avec tous ces professionnels qui peuvent les aider. Parce qu'aujourd'hui, on a tous partout dans le monde des difficultés avec nos enfants, mais on ne sait pas où aller, qui consulter, qui voir. D'ailleurs, on aura avec nous un ergothérapeute. C'est une spécialité paramédicale, très peu connue en Algérie, mais qui donne de très bons résultats avec les enfants en difficulté scolaire. Et voilà, ils vont apprendre à redécouvrir leur corps et tout ce qui est sensoriel. Voilà, donc rendez-vous pris 1er, 2, 3 juin au niveau de la SAFEX. Vous attendez. Voilà, très bien. Vos attentes, Sabara? Alors j'aimerais bien qu'il y ait des enfants qui s'intéressent à ça et pas que. Donc toute personne, comme je l'ai mentionné, toute personne qui aimerait améliorer sa façon de lire, améliorer ses techniques d'apprentissage est la bienvenue. Et comme ça, on pourra vraiment inciter les gens et reprendre le goût à la lecture. Voilà, donc on vous souhaite beaucoup de succès pour cette première édition. Inch'Allah, on va dire, elle va s'installer comme une véritable tradition à d'autres éditions. On le souhaite. On le souhaite. En tout cas, merci beaucoup à vous, Chanez Belhameli, d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, vous êtes l'organisatrice du Salon international des jeux et des loisirs d'Alger. Sabra Anani, merci beaucoup. Donc, vous êtes formatrice en lecture rapide et en mind mapping. Merci à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Rendez-vous pris, je rappelle, 1er, 2, 3 juin au niveau donc de la SAFEX. On continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une nouvelle technique de respiration. C'est Samia Bouarour qui s'est intéressée à cela. On se retrouve juste après. Fraîchement débarqué des États-Unis, le breathwork est une technique de méditation active basée sur la respiration par hyperventilation afin d'explorer ses émotions. Explication avec la coach internationale Naila Terki. Donc la méthode que j'ai créée personnellement est une méthode qui est inspirée de différentes méthodes, entre autres la Transformational Breath, la respiration transformatrice, qui est une méthode américaine qui est très très puissante, c'est la plus puissante au monde qui existe actuellement, puisqu'elle nous permet de libérer via le souffle, avec le souffle, en utilisant cet ingrédient-là qui est majeur, la respiration, on va libérer les émotions qui sont dans le corps, qui sont dans les tissus cellulaires. Donc on va aller chercher l'information, parce que puisqu'on rentre en conscience modifiée avec le souffle. Et la particularité de cette respiration, c'est qu'on n'utilise pas juste le souffle, on va utiliser le souffle, le son. Le son est très important parce que il fragmente les nœuds qu'il y a dans le corps. Quand on va respirer, il y a des nœuds qui vont remonter à la surface, il y a des douleurs qui vont se manifester, il y a des choses qui vont remonter, et le son nous permet et de libérer et de fragmenter. J'ai souhaité accompagner Naila quand elle m'a proposé, j'ai souhaité lui dire oui, pour découvrir et en même temps
diffuser cette pratique en laquelle je crois énormément, puisqu'elle m'a moi-même beaucoup aidé. Et cette expérience a été pour moi magnifique de voir toutes ces femmes. On n'avait que des femmes inscrites, sauf un homme qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Et donc de voir finalement toutes ces mémoires qui étaient présentes, qui se sont exprimées. Cette méthode met en valeur les bienfaits du pouvoir du souffle afin d'améliorer notre qualité de vie et débloquer des émotions enfouies, mais aussi une thérapie pour soulager la douleur. Moi qui suis facilitatrice, donc j'aide les gens à respirer, facilitatrice en breathwork, ce qu'on appelle, on est les accompagnateurs des respirants, on va appuyer sur certaines zones du corps chaque zone est reliée au psychique. Donc on appuie dans cette zone où la douleur se manifeste pour libérer, et souvent il y a une mémoire qui revient, donc ça peut revenir sous forme d'image, ça peut être une révélation, une sensation, une prise de conscience, ça peut être plein de choses. Une expérience qui attire de plus en plus d'adeptes. Au moment de la respiration, c'est vrai qu'on se sent tendu, on a des tensions au niveau du corps et tout, mais après, vers la fin, on se sent complètement détendu, calme, serein d'esprit. C'est magnifique. Je souhaiterais que tout le monde vive cette expérience. Honnêtement, j'ai voyagé dans le plus profond de moi-même et je suis si reconnaissante qu'il m'a dit tout à l'heure qu'il y a de ce type de technique ici en Algérie. Dépasser son angoisse, ses émotions enfouies, ses traumatismes, juste en respirant, est désormais possible grâce à cette méthode, afin de se relaxer et de se libérer. Et de retour sur ce qui t'intéresse, finalement. Oui, je vais là, on était vraiment branchés à essayer de refaire la même chose. Alors, c'était justement une nouvelle technique de respiration très pour bien. la relaxation. Oui, c'est très je vais y aller, intéressant. moi. Il faut contacter Samia Bouharo. Oui, je vais. Voilà. Donc, c'est elle qui s'est intéressée à ce sujet. Samia, bonjour. Bonjour, Nour. Comment ça va, Samia? Très bien. De retour de cette île, ça s'est bien passé? Oui, très bien. Très belle ville, très intéressante. Et comme elle est belle, la ville, avec des boulevards très larges. Avec un métro qui passe de partout. Dans une très belle architecture, la ville est très bien agencée, et puis c'est une ville d'histoire, c'est la ville, c'est la capitale africaine romaine, c'est plein d'histoires là-bas, très très jolie mosquée, très habitants très accueillants, très chaleureux. Effectivement, de très belles découvertes archéologiques. Oui. Qui ont complètement bouleversé d'ailleurs. Il devrait y avoir là-bas un parc archéologique mondial. C'est entièrement d'accord. Tingad, enfin toute la région, pas que Sétif, mais Sétif en particulier, c'est les hauts plateaux, c'est le carrefour de plusieurs civilisations. Effectivement. Et donc pour bientôt, le documentaire? Inch'Allah. Très très bientôt. Mais aujourd'hui, on va aller du côté de l'ouest. Du côté de l'ouest. On va aller du côté de l'ouest finalement. On va aller à Mascara. À Mascara, Mascar. Connu aussi Mascar. C'est à. Là, tu vas nous emmener à environ à 400 000 ans? À 400 000 ans. Mais d'abord, on fait un petit tour dans la ville. Allez, Mascara, c'est une très belle ville. C'est une très belle wilaya. Elle mériterait d'être reconnue mondialement. Je veux dire qu'il y ait du tourisme mondial là-bas. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui a été transpercée par l'histoire aussi et par la préhistoire. Mais d'abord, on la connaît pas pour le mascara, pour les yeux. Ça aussi, c'est connu mondialement. C'est connu mondialement. Puisqu'il a été découvert là-bas, je crois. Il a été produit là-bas. C'est pour ça qu'on l'appelle Mascara d'ailleurs. C'est en faveur de. Il porte le nom de la ville, effectivement. Pas que, parce qu'il semblerait que Maasker vient de Asker, qu'il y avait des colonies donc militaires il y a très très longtemps, donc bien avant 1830. Et donc c'est resté dans la mémoire. C'est le fief des Beni Rachid, parce que Maasker, c'est aussi Rachidia. Donc Beni Rachid, c'est la tribu par excellence là-bas. Donc c'est pas très loin d'Oran, c'est à 97 km. On est dans l'Oranie. C'est j'ai envie de dire, une terre très connue pour ses batailles et ses guerres livrées, notamment par l'émir Abdelkader. C'est le fief de l'émir Abdelkader, la capitale de l'émir Abdelkader, à qui l'on doit 15 ans de lutte armée et acharnée contre le colonisateur français, avec 8 batailles, dont celle de Mascara. Donc voilà, quand on va à Mascara, on se rend compte du passage de la vie, même s'il n'y est pas né, l'émir Abdelkader, il est né du côté d'Erzéou, plutôt, d'Arzeu. Arzeu, de toute façon, c'est entre Oran et Mascara. Voilà, l'Oranie, et c'est là-bas
qu'il a livré bataille. C'est là-bas que son nom s'est inscrit, d'abord avec son père, Mahieddine, qui était un soufi, qui était un notable, qui était connu aussi, c'était un guerrier. Et Abdelkader, forcément, il est allé dans le sillage de son père. Voilà, donc on peut trouver plusieurs monuments qui existent encore, qui racontent l'histoire de l'émir Abdelkader, et notamment une très vieille mosquée, Sidi Hassan, et la grande mosquée à Mascara. Mais Mascara, comme tu l'as dit, c'est aussi le passage de toute l'histoire de l'humanité. Oui. C'est des premiers ossements qui ont été trouvés près de Tirnif, des fossiles, une mandibule. Donc, c'est Taladon. Oui. Taladon. Voilà, où il y a les dents. Voilà, c'est ce qu'on voit peut-être à l'écran, exactement, avec des dents et des dents. Donc, la première fois, c'était dans les années 50. Et ensuite, il y a eu plusieurs découvertes. Et en 2014, le professeur Sahnouni, avec son équipe, une équipe internationale, ont trouvé aussi des choses. Depuis, les fouilles ont continué. Mais déjà, à l'époque de Sahnouni, on trouvait des choses. Donc des restes, des ossements, des fossiles. C'est un site achelien, donc on trouve des pierres taillées, du silex en fait. Voilà, tout ce qui est transformé par l'homme. On n'est pas encore dans la décoration, des poteries et tout, mais c'est déjà à l'époque des pierres taillées. Voilà. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est pourquoi Tirnif est connu et Mascara est connu, parce qu'on connaît l'homme de Tirnif. L'homme de Tirnif, voilà. Effectivement. Une espèce... Alors, ce qu'on voit, c'est des choses qui sont entreposées dans les laboratoires du CNRPH, Centre national préhistorique et historique, donc celui qui est à l'intérieur du Bardo. D'ailleurs, quand ils ont fait les découvertes... tout au long de ces années, notamment celle de l'équipe du docteur Sahnouni, ça a été transporté au CNRPH notamment. Donc c'est l'homme de l'Atlas, l'homme de Tirnif. Voilà, c'est ce qui a été surtout découvert. Et pourquoi c'est important? Parce que ça remonte, ça fait remonter l'histoire, ça indique jusqu'à 1 million d'années d'histoire. Voilà, c'est très important. C'est une ville... qui a connu une présence humaine depuis 1 million d'années, et c'est pas peu de choses. Donc voilà, c'est beaucoup de choses qui ont été trouvées aussi. On le voit dans ce département notamment du docteur Amel, qui est directrice de recherche, pas Amel Almi. Oui, on a compris. Voilà, donc c'est là-bas qu'on a fait des analyses, des recherches, on a trouvé des ossements de girafes, enfin plein de choses comme ça, et c'est pour ça. C'est pour ça que Mascara est d'importance, notamment Tirnif est d'importance, c'est qu'elle devrait devenir une destination mondiale du tourisme, mais nationale, mondiale du tourisme. Samira, on devrait t'octroyer le titre d'ambassadrice culturelle de l'Algérie. C'est ce que j'ai dit, ambassadrice culturelle de l'Algérie. Pas d'Alger, parce qu'il y en a qui pensent que je suis sur Alger. Donc voilà, donc plein de choses comme ça, mais je voudrais aussi rappeler que toute Mascara est importante et intéressante. Pourquoi? Parce que c'était un lieu, par exemple, connu pour la fabrication du bournoz, du hayek, qu'il y avait des brouteurs de soie, tu vois, qu'on fabriquait tous les objets de harnachement. Et tout ça, on le retrouvait, des draps aussi, par exemple. C'était une ville où on cultivait le grain. Et tout ça s'est retrouvé de toute façon. Hein. Oui. Et c'est surtout notifié. Et celui qui en a parlé, c'est par exemple l'Africain, qui décrit le marché des Beni Rachid, donc un marché d'importance où on pouvait trouver par exemple des grains, des draps et surtout des pièces d'harnachement. Alors on voit, il y a encore aujourd'hui des espèces de fantasias. Donc des fantasias, ce sont des parades avec les chevaux qu'ils font à plusieurs occasions, par exemple des wadet. Qui existent toujours. Oui, toujours. Un peu moins, mais ça existe toujours. Mais occasionnellement, effectivement, quand il y a des occasions wadet, mawassim, voilà, des fêtes nationales aussi. Exactement. Et c'est très joli à voir. J'ai donné une photo à Mel, je ne sais pas si elle peut la passer. Non? C'est une photo de quoi? De Fantasia. De Fantasia, oui, voilà. Bon, là, ce qu'on voit, c'est l'arbre d'Ardara. C'est là où l'émir Abdelkader... Moubaya. Exactement, c'est ça. Et sinon, Ibn Khaldoun, il a fait un passage. Il a bénéficié de l'hospitalité du château des Beni Slama. C'est là où il a entamé la rédaction de son premier ouvrage, le Muqaddima. Voilà, c'est dans cette région. Donc c'est vraiment Mascara, en fait, Mascara et Tiaret, c'est des régions. Il y a vécu entre les deux, l'émir.
Ibn Khaldoun. Voilà. Donc c'est notifié, tout ça est notifié à travers l'histoire. C'est ce que je voulais rappeler par rapport à Mascara. Il faut y aller, hein. Voilà, pour voir tout ça de plus près et rencontrer ses habitants. Certainement. Pour revenir un peu à l'histoire de l'homme de Ternif, paraît-il, il y a toujours des fouilles, il y a toujours des recherches. Oui. Il y a toujours des fouilles, il y a toujours des recherches. Il n'y a pas que l'homme de Ternif, mais il y a eu aussi d'autres découvertes très très intéressantes par rapport à des animaux aujourd'hui disparus. Oui, non, ce qui est surtout... Qui renseigne un peu surtout sur le climat de l'époque. Bah, déjà, à la base, la découverte s'est faite dans un lac. Bon, un lac qui est sec, mais c'est un lac, j'ai envie de dire, dans les sources artésiennes, c'est-à-dire que l'eau vient de la terre, voilà, de la nappe phréatique. Et comment on les a découverts, même... Ça a pris du temps, et ça prend encore du temps, parce que ça dépend de l'eau. Il faudrait que l'eau, c'est pas à partir du moment où les niveaux de l'eau ont baissé que les découvertes ont commencé à être faites. Oui, ça renseigne. Il y avait des girafes, il y avait des espèces, j'ai envie de dire exotiques, qui n'avaient pas dans la région. On pouvait imaginer que le climat était complètement. Mais c'est pareil pour Sétif quand on va à une boucherie ou à ils ont trouvé des. Mais là, sur le boulevard des Martyrs. Là, près le boulevard, ce qu'on appelait avant le boulevard Bru, on a trouvé une grotte où il y avait dents de crocodile, des autruches. Enfin, tu imagines si on avait gardé le même climat. C'est la savane, quoi. C'est pareil pour Step et c'est pareil pour Ternif. Oui, le climat... Je suis désolée pour m'en rire, j'étais en train d'imaginer si on avait gardé le même climat. On aurait eu des crocodiles qui circulent sur le boulevard des Martyrs et... Voilà, et c'est pareil pour Sétif. Et donc, voilà. Donc, les découvertes ont été faites à partir du moment où l'eau a baissé, voire s'est asséchée pour le lac, puisque là où la découverte a été faite, c'est un lac. Hein. Et le professeur Sahnouni, je crois, si je ne me trompe pas, avec son équipe, fouille à partir du mois d'août. C'est des périodes, en fait. C'est des périodes, effectivement. Toute l'équipe, parce que c'est une équipe internationale, de toute façon, ça soit algérienne, mais avec des... Parce que c'est un travail de recherche, un travail de partage. C'est un travail de recherche, mais surtout la portée, l'impact, il est international. Il est mondial. Parce que là, c'est vraiment l'histoire de l'humanité. C'est pas que l'Algérie, mais c'est vraiment l'impact et l'envergure, elle est internationale. L'envergure, elle est mondiale pour comprendre un petit peu l'évolution de la Terre. Ce sont des informations qui concernent l'humanité, pas uniquement l'Algérie. Bon, ça s'est retrouvé chez nous, c'est tant mieux. Ça s'est retrouvé à Ilarnech, c'est tant mieux. Et il faut partager le... Surtout que les dernières découvertes de Sétif ont carrément bouleversé l'histoire de l'humanité. Bien sûr, ça fait remonter à 2,4 millions d'années d'histoire. Parfois, j'ai du mal à le dire tellement que c'est loin. Tellement que c'est loin. Oui, c'est d'importance. Et j'imagine que tu vas nous en parler dans ton documentaire. Oui, certainement. Un peu. Parce que le documentaire, c'est surtout la rencontre avec les habitants. Et ces habitants ont tous un talent, une passion, et ils racontent l'histoire de leur ville. Après, effectivement, on a travaillé avec une architecte qui, elle, nous a parlé de tout l'aménagement urbanistique, mais qui raconte aussi l'histoire de Sétif. Voilà. Et toutes nos villes, toutes nos wilayas ont des histoires superposées en millefeuilles qui remontent dans le temps. Et qui se complètent, c'est comme un puzzle. Qui se complètent, finalement. Voilà. Alors, on vient de recevoir notre ami. C'est pas réveillé de bonheur. Musulmans. Ils ont beaucoup de travail, les scouts musulmans. Oui, beaucoup. Beaucoup de travail, les scouts musulmans. Hani vient de nous rejoindre. Alors, on vous présente Ardouane. Ardouane, c'est notre ingénieur du son. Voilà, c'est lui qui s'occupe de notre son pour avoir du bon son. Alors, en attendant qu'il lui place le micro. Alors, Samira. Mais Sétif, c'est connu parce que le 8 mai 45, malheureusement, la première victime est un jeune scout sur lequel on a tiré, le porteur de drapeau. Oui, alors quand on est au centre de... Bouzid Sahel. Exactement, c'est ça, Bouzid Sahel. Si j'avais su, j'ai les photos et tout, c'est dommage. Mais on le verra dans le... On le verra, parce qu'aujourd'hui, il était question qu'on parle de Mascara, mais c'est toute l'implication des scouts algériens dans l'indépendance de l'Algérie. Voilà, alors justement, on en parle aujourd'hui, Samira, en compagnie des scouts. Hani, bonjour. Bonjour, très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Toujours un plaisir de te recevoir, Hani. Ça va? Ça se passe bien? Alhamdulillah. Alors, Hani, beaucoup d'activités aussi autour de l'activité des scouts. Oui, aujourd'hui, en fait, c'est la journée des scouts musulmans algériens qui a été instaurée par le président de la République.
En fait, cette institution de cette journée nationale par le président de la République, en fait, vient renforcer la position de l'organisation scout et mettre en valeur ses activités dans l'éducation des jeunes. Le 27 mai coïncide avec la date d'exécution du Shahid Mohamed Bouaras. Shahid Mohamed Bouaras, qui est le père fondateur des scouts musulmans algériens. Il est né le 26 février 1908 à Méliana. Il a fondé le premier groupe scout El-Falah. El-Falah en 1935 et la Fédération des scouts musulmans algériens en 1935. Et il a consacré sa vie à la formation des jeunes algériens. Il a été exécuté par les forces de l'ordre françaises par rapport à ses activités, son militantisme et ses activités indépendantistes. Alors justement, des activités autour de cette journée? Oui, pour cette fête nationale, de grandes festivités sont au rendez-vous. Aujourd'hui, à partir de 14h à la salle Haksha Hassan, sous les auspices du président de la République, avec une capacité d'accueil de 7000 scouts de différentes régions du pays. On va aussi accueillir... les scouts. On va aussi accueillir des invités d'honneur, des hauts cadres d'État et des ministres. Cette fête comprendra des spectacles, des chants, de nouvelles créations artistiques, en plus des présentations faites par nos jeunes membres scouts. Aussi, il y aura un hommage aux grands doyens scouts qui ont fait de grands sacrifices pour le mouvement. Surtout. Afin de commémorer en fait leur... Et donc quoi? C'est de la musique, c'est du chant patriotique, c'est... En fait, il y aura de nouvelles créations. Chaque année, chaque 27 mai, il y aura de nouvelles créations artistiques réalisées par nos jeunes membres scouts, mais aussi de nouvelles chansons. D'accord. Voilà, qui vont être chaque année, il y a de nouvelles créations qui sont créées. Oui, musicales, artistiques, etc. Voilà, donc ça se fait au niveau des différents groupes. Oui. Voilà, ça va. Et donc, le rendez-vous pris pour aujourd'hui? Oui. Ça va se faire aujourd'hui à partir de quelle heure? À partir de 14h à la salle Haksha Hassan. À la salle Haksha Hassan, voilà. Merci beaucoup, Rani. Merci pour l'invitation. Et t'as peut-être oublié des choses. Non, c'est gratuit, tout le monde peut y accéder. On peut y aller? C'est ouvert au public. On vous a envoyé une invitation. Moi, j'ai rien reçu. Vous êtes la bienvenue. Il va falloir négocier avec Emmanuel Mini. Mais attends, est-ce que le public peut y accéder? Tout le monde peut venir. Battle. Oui, mais il y a dans la mesure des places disponibles. Oui, dans la mesure des places disponibles. Donc déjà que la salle va recevoir environ 7000. Avec leur famille et tout. Déjà, vous êtes complets, vous êtes entre vous. Non, c'est pas vrai. Je suis sûre qu'elles peuvent prendre. En fait, ce qui est plus important cette journée, c'est de commémorer tout d'abord l'exécution. La date d'exécution du Shahid Mohamed Bouaras. Faire un hommage à ce Shahid. Oui. Et aussi à faire rappeler en fait le rôle historique des scouts musulmans algériens dans la Révolution. Oui. Comme tu l'as évoqué, le jeune Bouzid Saal, c'était le premier martyr qui est tombé en champ. Le 8 mai 45. Et le 8 mai 45, il ne faut pas oublier que c'est 2 mois de massacres acharnés. Oui. C'est pas que une journée. C'est pas que le 8 mai, c'était le déclenchement ce jour-là. Exact, que ce soit la milice des colons ou donc l'armée coloniale, ils ont tué des Algériens pendant 2 mois. Ça s'est prolongé. Voilà, Bouzid Saal, qui était un jeune scout qui brandissait le drapeau algérien. Le drapeau, oui. Et un policier lui demande de baisser le drapeau, mais sous le refus de Bouzid Saal, il va tirer dessus. Il l'a abattu. Oui. Et depuis, il est devenu un symbole de la Révolution. Absolument. Et comme tu sais, les manifestants du 8 mai sont les manifs qui ont allumé la flamme de la Révolution. Oui, bien sûr, il a signé de l'engagement. Ça a été quand même un tournant décisif dans l'engagement politique de... faire vite, on arrive à la fin. Oui, de Khatib Yassine, Malek Haddad, Benzi, enfin beaucoup de gens. Ça a été réellement un tournant décisif dans l'histoire de l'Algérie. Hani, on arrive à la fin. Voilà, merci beaucoup. Il fallait arriver le bonheur. Hani, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Donc rendez-vous pris cet après-midi à 14h. C'est dur le samedi matin. Samira, merci beaucoup. On se retrouve samedi prochain. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Agréable journée à tous. Vous retrouverez à la Diaboul Mahali dès demain à partir de 8h. Pour ma part, ce sera le week-end prochain. Excellente semaine à tous. Au revoir.